Le boulevard Nangui-Abrogwa offre désormais un visage reluisant. C'est le résultat d'une opération d'assainissement menée hier par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable. 10 octobre, présidentielle au Libéria, le pays se choisit un président parmi 20 candidats, plus de 2 millions d'électeurs convoqués. C'était aussi un 10 octobre en 1980, la terre tremble en Algérie. Le séisme fut terrible, plus de 3000 victimes, ce sera votre éphéméride. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Caniveau curé, trottoirs et chaussées débarrassés des étals et des tas d'immondices, le boulevard Nangui-Abrogwa d'Adjamé offre depuis hier un nouveau visage. La circulation devenue fluide sur la voie commerçante la plus fréquentée d'Abidjan. C'est le résultat d'une opération d'assainissement d'envergure. Elle a été menée hier par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Herman Yamian. Le boulevard Nangui-Abrogwa débarrassé des commerçants qui occupent illégalement les trottoirs et chaussées. Lundi, c'est un autre visage que présentait ce boulevard réputé très bouillant. Pour cette journée, tous les magasins en bordure de la voie principale étaient tous fermés. Les piétons circulaient librement sans qu'ils ne soient gênés par un quelconque commerçant. Quand la voie est dégagée comme ça libère tout le monde. Ça envoie même les clients qui peuvent quitter ailleurs pour venir faire achat. Ça nous profite tous. Aujourd'hui, je passe sur le boulevard Nangui-Abrogwa très ému, très content. Puisque je reçois de l'air frais. Cette opération de dégabissement du boulevard Nangui-Abrogwa s'inscrit dans le programme Grand Ménage initié par le gouvernement ivoirien. Et en se rendant dans ce lieu, le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable veut amener les commerçants à adhérer à cette initiative. Ce que nous avons découvert comme déchets de tout genre. Je crois qu'on ne s'y attendait pas. Les collaborateurs et moi-même avons été vraiment très surpris, mais surtout choqués. Ce qui veut dire que plus jamais nous ne devrions retrouver ce niveau d'insalubrité ici à Nangui-Abrogwa. Le boulevard Nangui-Abrogwa a débarrassé certes des occupants illégaux et des tonnes d'ordures ce lundi, mais le grand défi reste le suivi afin que plus jamais cette voie ne soit obstruée. Nous l'avons toujours dit que notre cadre organique ne nous permettait pas de réussir une telle opération. Et du fait de ne pas être totalement en dehors de la commune, du district autonome d'Abidjan, bienvenue à madame et bravo pour tout ce qu'elle est en train de faire. Nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons mené maintes opérations, vous êtes bien au courant, mais la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, l'action est menée et nous osons croire que des dispositions seront prises pour les pérenniser. Le ministre de la Salubrité rassure que son département est prêt à soutenir la mairie afin de donner une image plus réalisante à ce boulevard. La commune d'Adjamé étant une cité commerciale, elle accueille plus de 2 millions de visiteurs par jour, ce qui fait d'elle l'une des communes qui produit le plus grand tonnage de déchets ménagers dans le district d'Abidjan. 4 médicaments utilisés dans le traitement des cancers, désormais gratuits en Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle en ce mois d'octobre consacré à la lutte contre le cancer. Mobilisation et campagne se succèdent. Le réseau des femmes entreprenantes, pour sa part, a organisé une campagne de dépistage ainsi qu'une marche. Le point avec Thomas Guissambi. En se donnant rendez-vous tôt ce lundi 9 octobre matin à la gare de Bassam à Abidjan-Trècheville, Chantal Piardon, présidente du réseau des femmes entreprenantes d'Afrique, et les membres de ce réseau n'avaient pas de temps à perdre. Utiliser toutes leurs énergies du jour pour rallier l'opinion, mais surtout les femmes à leur cause, la lutte contre le cancer du sein. Les pieds déterminés à aller jusqu'au bout. Une telle détermination des femmes du RIFA ne pouvait qu'avoir écho favorable. Marche, sensibilisation à haute voix et au bout, le centre de sénologie du CHU de Trècheville. Ici, par-delà les mots pour encourager l'initiative du réseau, place au dépistage et aux conseils pratiques. Plus d'une centaine de femmes est reçues et prises en charge, avec un plateau technique moderne. De quoi encourager les femmes atteintes du mal ou non à fréquenter le centre pour sauver un grand nombre de vies. Faire en sorte que le cancer de sein ne freine pas l'élan de la femme africaine dans l'entrepreneuriat. Une dynamique que le REFA et ses partenaires continuent ainsi de poursuivre. Effort gagnant pourrait-on dire avec la prise en charge désormais gratuite
tel que l'a annoncé ce même lundi le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan lors de la cérémonie de lancement de la campagne contre la maladie. Le centre de protection de la petite enfance a effectué hier sa rentrée. Cet établissement public en charge de l'encadrement des tout-petits enregistre cette année plus de 400 enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Abou Sanogo. Il est 7 h lundi matin à Cocody. Vianney et Livia, respectivement âgés de 2 et 3 ans, sont accompagnés au centre de protection de la petite enfance par Brice, leur père, pour le premier jour de classe. C'est une école de bonne qualité. Les enfants y apprennent les rudiments de l'éducation et ça les prépare aux primaires dans de bonnes conditions. Avec une capacité d'accueil de 200 places, le seul établissement préscolaire public a procédé à sa première rentrée solennelle depuis sa création en 1978. Ce centre a pour mission de favoriser le développement des enfants. Plus de 400 enfants sont inscrits dans le niveau suivant, de la crèche en passant par la petite section, moyenne section et la grande section. Nous sommes en train d'agrandir l'école pour recruter au moins 400 enfants, pour libérer les parents. Nous avons 3 médecins, nous avons des éducateurs formés pour ça et les parents n'ont aucun souci quand ils laissent leurs enfants ici. Je répète, 3 mois à 5 ans. Plusieurs kits ont été distribués pour ce premier jour de rentrée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il a salué le travail d'éveil des consciences des encadreurs dans la vie de ces tout-petits. Je suis venu ce matin participer à cette rentrée solennelle, les encourager dans ce qu'elles font et puis bien sûr embrasser tous ces bouts de chou. Ce travail est fait par des personnes de qualité qui en ont reçu la formation et qui les encadrent avec beaucoup de professionnalisme et j'allais dire aussi beaucoup d'amour. Cela nous réjouit. Et nous sommes venus les encourager à continuer dans ce sens. Des salles de la crèche jusqu'à la grande section. Le ministre les a passés au peigne fin pour communier avec les préscolaires à travers une visite guidée. En bref, au Kenya, l'opposant Raila Odinga annonce son retrait de la prochaine présidentielle. Selon lui, l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. Il exige donc qu'elle soit annulée et qu'un nouveau processus électoral soit organisé à une date ultérieure. Pour rappel, saisi par l'opposition pour irrégularité lors du scrutin du 8 août, la Cour suprême du Kenya avait invalidé la réélection de Kenyatta. 10 octobre, présidentielle au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs convoqués. Le pays se choisit un président parmi 20 candidats. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf n'est pas candidate. Parmi les favoris figure le sénateur George Weah, légende du football africain. Elle a marqué l'histoire en devenant la première femme élue à la tête d'un pays africain. Le 10 octobre, le Libéria devra choisir un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. Et avec seulement une femme parmi les 20 candidats à la présidentielle, il y a de fortes chances qu'un homme prenne la tête du pays. Même constat du côté des députés, à peine 16% des candidats aux législatives sont des candidates. Quel que soit le résultat, les femmes doivent rester dans la course et donc dans le paysage politique du pays. J'encourage le plus possible les femmes à poursuivre leurs efforts et ne pas se détourner de cette élection. Nous ne pouvons prédire qui va gagner. Au Libéria, le stéréotype de la femme au foyer est toujours solidement ancré dans les esprits. Un sérieux frein à l'engagement des femmes dans la vie publique. L'une des idées reçues qui circulent est de dire « Mais qu'est-ce que les femmes veulent de plus ?» Comme si tout était réglé aujourd'hui parce que nous avons une femme présidente. Sirleaf a répété à plusieurs reprises qu'elle devait ses victoires de 2005 et 2011 à la mobilisation massive des femmes de son pays. Des succès qui paraissent bien loin aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins et il y a un vrai risque de retour de bâton en ce qui concerne l'engagement des femmes dans la politique du pays et l'élection de femmes. C'est assez préoccupant. Au Libéria, où les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, c'est aussi l'heure du bilan. Ellen Johnson Sirleaf s'était engagée à éradiquer les mutilations génitales féminines. Alors que son mandat s'achève, la pratique est toujours légale. Quand elle avait 3 ans, Esther a subi une excision. Sa sœur aussi et a failli mourir à cause de cette mutilation.
Devenue maman, elle a choisi de protéger ses 2 filles en les éloignant du village. Je suis une victime d'une mutilation génitale et je ne veux pas que mes filles subissent ça à leur tour. C'est pour ça que je les ai emmenées en ville. L'excision consiste dans l'ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres. L'opération peut avoir des conséquences graves. Relations sexuelles douloureuses, problèmes de santé, infections, complications à l'accouchement et dans certains cas rares, le décès de la victime. Des sociétés secrètes féminines pratiquent ces mutilations, comme des rites de passage pour les filles. La tradition est très ancrée, la moitié des femmes du Libéria sont concernées. Mais des militantes se battent pour les rendre illégales. On a retiré un morceau de leur corps, ce corps sur lequel elles ont des droits. Si vous coupez un morceau de mon corps, je dis non parce que mon corps m'appartient. La première femme présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, s'était engagée à éradiquer les excisions grâce à une loi sur les violences familiales. Mais d'après la ministre des Droits de la Femme, la proportion élevée d'hommes au Parlement a empêché le projet d'aboutir. La loi a été approuvée, mais la présidente ne l'a pas encore signée. Nous pensons vraiment que la loi a été dénaturée. Ils ont enlevé la partie sur les mutilations génitales féminines. Ça a été un coup dur pour elle. Le mandat de la première femme chef d'État du continent africain touche à sa fin. Beaucoup de militants craignent que l'occasion de venir à bout de l'excision ne soit perdue pour un certain temps au Libéria. C'était un 10 octobre, la terre a tremblé en 1980 en Algérie, un séisme de magnitude 7,5 sur l'échelle de Richter. Le séisme fut terrible avec plus de 3000 victimes. C'est votre éphéméride avec Thomas Guissambi. 10 octobre 1980, séisme à Lasnam en Algérie, 3000 morts. Ce 10 octobre 1980, en pleine prière du vendredi, la ville d'El Asnam, à mi-distance entre Oran et Alger, tremble, se tord comme prise de convulsion. D'une force inouïe, 7,2 sur l'échelle de Richter, le séisme et une violente réplique, 3 heures plus tard, font 2633 morts. Des milliers de blessés, de disparus et de sans-abri sur une population de 120 000 habitants. La ville offre une vision apocalyptique. Un tiers des bâtiments ne sont plus que gravats. Les destructions sont telles qu'El Asnam, ou plutôt ce qui en reste, se retrouve quasiment déconnecté du reste du pays. Liaisons téléphoniques, électricité et gaz sont coupés pendant 10 jours. La ligne ferroviaire entre Alger et El Asnam est hors d'usage. Des failles fracturent des routes. Depuis l'épicentre à Beni Rached, un village à 15 km au nord-est d'El Asnam, la terre a tremblé dans un rayon de plus de 300 km jusqu'à Alger, Oran, Tiarek. Et les répliques se sont succédées, entretenant la peur qu'une secousse plus forte encore ne vienne engloutir la ville et ses habitants. Paniqués, les survivants prennent la fuite. Le bâtiment ancien peu élevé, 1 à 2 étages, a le mieux résisté. Des immeubles récents, vieux d'à peine 2 ou 3 ans, ne subsistent que des pans de murs troués. Mairie, école, mosquée, hôtel, pylônes électriques, tout est à terre. L'hôpital lui-même est en ruine et c'est vers Alger et Oran, à équidistance d'El Asnam, 210 et 220 km, que sont évacués les blessés. L'armée est en première ligne. Des bénévoles qui affluent de toutes parts viennent prêter main forte. Des équipes de secours sont dépêchées par les gouvernements étrangers. La solidarité et la dignité dont font preuve les Algériens forcent le respect de tous les médias internationaux venus couvrir l'événement. Il ne s'agit pas là d'une première. En septembre 1954, un séisme d'une magnitude de 6,7 sur l'échelle de Richter avait déjà secoué El Asnam, qui portait alors le nom d'Orléansville, faisant 1340 morts. La terre avait également tremblé auparavant en 1922 et en 1934. Et le risque qu'une telle catastrophe se reproduise est élevé. Toute la zone côtière du nord de l'Algérie est située sur une faille due au chevauchement des plaques tectoniques eurasiennes et africaines. Cette dernière bougeant vers le nord-ouest de près de 6000 mètres par an. Voilà qui marque la fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.